Passé cet été au Niger, on a vu des foules énervées, armées de drapeaux français qui flambent ou de drapeaux russes. En tout cas, la situation est hyper complexe. Je suis ici au Lausanne Afro-Fusion Festival, la plus grande manifestation culturelle africaine du canton de Vaud. Et c'était l'occasion idéale pour en parler. Il est temps que les Africains puissent prendre leur destin en main. Nos richesses partent en France, nos pétroles sont exploités, nos populations sont pauvres. C'est la population qui se révolte en fait au final. J'ai peur qu'après ça peut amener le conflit entre les ethnies. On a beaucoup de richesses, tout seul on peut y arriver. Nous souhaitons que l'armée nigérienne puisse vraiment offrir au peuple nigérien sa véritable indépendance. Mali, Burkina Faso et plus récemment Niger, ça chauffe dans le Sahel depuis 3 ans. Les coups d'État se sont enchaînés dans cette région déstabilisée par une présence djihadiste latente malgré 15 ans d'intervention française. Serval, Barkhane ou Sabre, toutes ces opérations militaires se sont multipliées, mais la 5e armée du monde n'a pas réussi à déloger les terroristes. Résultat, l'ancienne puissance coloniale française cristallise la colère dans la région sahélienne. Une révolution qui suscite les critiques. En effet, l'ancien président Mohamed Bazoum et une partie de sa famille sont toujours retenus dans leur résidence à Niamey. Sa fille a alerté sur leurs conditions de détention. Le 20 septembre dernier, le président déchu a d'ailleurs saisi la justice de la CEDEAO pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays. En parallèle, de nombreux manifestants se sont rassemblés cet été et leurs revendications étaient très claires. Revendications qui trouveront écho puisque le 24 septembre dernier, Emmanuel Macron a finalement annoncé le retrait des forces militaires françaises du territoire nigérien. Nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger. Un drapeau bleu-blanc-rouge troqué pour un autre, car en effet, au Sahel et plus généralement dans toute l'Afrique francophone, de nombreux manifestants accueillent à bras ouverts la Russie. Ils ont d'ailleurs diffusé en masse sur les réseaux sociaux des clips anti-français au profit de Wagner, la milice privée russe, présente aussi dans la région. Ils sont nombreux, je n'ai plus de munitions. As-tu besoin de renfort, mon ami? Des soldats français en zombies ou en rats, la vidéo résume à elle toute seule ce qui se joue au Sahel, la perte de l'influence française ou la fin de ce qu'on appelle la France-Afrique. Dans ce nouveau décode, je t'emmène à la rencontre de cette jeunesse africaine qui espère lancer une deuxième indépendance vis-à-vis de la France, entre quête de liberté et recherche de nouveaux alliés. En juillet dernier, l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, a été renversé et dans la foulée, on a vu le général Tiani s'autoproclamer chef de l'État. C'est une prise de pouvoir qui est soutenue par une partie du peuple nigérien. Alors pour mieux comprendre toutes ces situations complexes, je suis allée à Paris boire un café avec M. Boukari Yabara, un historien béninois spécialiste du continent africain. Je crois que ça résume un rejet, un trop-plein, une exaspération de la politique française en Afrique, de la présence française en Afrique, notamment sur le plan militaire. Ça montre vraiment une volonté d'en finir avec une relation coloniale qui n'a que trop duré. Et dans le cas du Niger, on est dans un paradoxe puisqu'on est dans l'un des 3 ou 4 pays dits les plus pauvres au monde, mais qui possède une ressource, l'uranium, qui permet notamment l'électricité, l'indépendance énergétique de la France. Donc il y a un peu ce paradoxe entre une ressource qui est pillée dans un pays où il y a un fort taux de pauvreté et à peine 20% d'électrification, et une ancienne puissance coloniale qui, je dirais, a un comportement assez arrogant et dont les élites locales, les élites nigériennes sont dépendantes. Donc on est vraiment dans une contestation du système d'exploitation, de domination, de relations économiques qui s'appuie sur une présence militaire au Niger qui est considérée comme une présence d'occupation. Il y a la volonté de mettre en place un nouvel ordre. Il y a l'idée que le Niger a les énergies, les forces vives pour se prendre en main et qu'il faut s'appuyer dessus plutôt que de s'appuyer sur la coopération, l'aide au développement qui n'ont jamais permis de développer le pays. De graves problèmes économiques qui plombent le Sahel, une région où près des 3/4 de la population a moins de 25 ans. Au Mali, où la pauvreté frappe entre 40 et 50% de la population, le taux de chômage des jeunes atteint 16,5%. Avec 50% des jeunes au chômage, c'est Gao la région la plus touchée du pays. Au Niger, où 70% de la population vit dans des bidonvilles, 23% des jeunes âgés de 15 à 29 ans sont au chômage. Cette frange de la population fait face à un marché du travail très précaire, peu dynamique en termes de création d'emplois massifs, décents et durables.
Enfin, au Burkina Faso, le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est faible, mais en nette augmentation au cours des 20 dernières années. Il a quasiment triplé en 20 ans, passant de 2,5% en 2000 à 6,4% en 2020. Pour parler de cette situation économique régionale complexe, je suis allée à Neuchâtel rencontrer le docteur Papa Demba Thiam, entrepreneur, spécialiste du développement africain et directeur de projet. Il a notamment travaillé à la Banque mondiale et en collaboration avec l'Union européenne. La jeunesse du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique en général, vit dans des conditions extrêmement précaires. Parce que l'Afrique ne produit pas d'opportunités économiques. Parce que pour produire des opportunités économiques, il faut faire des investissements structurants qui fassent émerger des opportunités économiques et brancher le secteur privé, que ce soit international ou local là-dessus. Ça n'existe pas. L'Afrique n'a jamais eu la maîtrise de son destin en matière de développement économique. La paupérisation s'est développée en fabrique de pauvreté structurelle qui a fait qu'avec une démographie galopante, les Africains se sont trouvés de plus en plus pauvres. Donc la solution aujourd'hui, c'est dans le développement économique pour une prospérité partagée. Il n'y en a pas d'autre. Un marché du travail très précaire et des conditions de vie difficiles pour des jeunes qui blâment en premier la France-Afrique, un système hérité de l'ère coloniale. J'ai pu contacter un étudiant nigérien qui vit à Niamey et qui a préféré garder l'anonymat. Il dénonce les conditions de détention de l'ancien président et de sa famille, mais veut, comme beaucoup de ses compatriotes, le départ des troupes françaises et la fin de la France-Afrique. Nous sommes indépendants, ça fait 63 ans, mais dans les faits, nous ne sommes pas indépendants. C'est cette politique que nous dénonçons, et nous dénonçons le comportement des dirigeants français d'aujourd'hui. Parce que ce comportement, ce n'est pas un comportement qui est bénéfique et pour la France et pour nous les Africains. Alors, la France-Afrique correspond au système néocolonial français, qui est un système très particulier parce que la France n'a jamais réellement quitté ses anciennes colonies. Elle ne les a pas quittées parce qu'au moment des indépendances, fin des années 50, début des années 60, elle a imposé des accords de coopération monétaire, militaire, politique, culturelle avec ses anciennes colonies en échange de l'indépendance. Donc dès le départ, on a des indépendances qui sont des indépendances sous conditions et qui vont permettre à la France de se maintenir politiquement, économiquement et militairement dans la plupart de ses anciennes colonies. Économiquement par le système du franc CFA, politiquement par des élites qu'elle contrôle et militairement par des bases militaires ou des accords de défense avec la plupart des anciens dirigeants africains des indépendances. Le Niger fait partie de l'un des pays au monde les plus riches. Mais comment comprendre que ce pays est aujourd'hui le pays le plus pauvre? Il y a également une politique d'implantation des multinationales dans la continuité de la période coloniale qui fait que, au moment des indépendances, ces multinationales qui étaient dans des enjeux de prospection, notamment au niveau du Sahel, se sont vues garantir le monopole de l'exploitation des ressources stratégiques du sous-sol africain dans ces anciennes colonies. Et donc il y a une captation, une prédation sur les ressources économiques qui va se maintenir dans le cadre de la France-Afrique. En parallèle, on voit se développer une politique d'aide au développement ou de coopération qui reprend en fait les mécanismes de liens économiques, de dépendance économique entre la France et ses anciennes colonies, qui se fait toujours au détriment des intérêts des peuples et qui renvoie en fait à des relations parfois officielles, parfois occultes, souvent criminelles, qui ne font jamais l'objet d'une réelle prise en compte des opinions publiques, qu'elles soient françaises ou africaines. Donc c'est tous ces aspects-là qui ont fait en sorte que ce sentiment anti-français dont on parle est né. Nous voulons, aux yeux du monde entier, montrer que le peuple nigérien a décidé de prendre son destin en main, d'aller vers une coopération gagnant-gagnante avec tous les pays qui sont intéressés aujourd'hui du Niger. Donc on est dans une période un peu de résurgence des idées nationalistes, indépendantistes, panafricanistes, dont le dernier grand épisode réussi, on va dire, avait été incarné par Thomas Sankara au niveau du Burkina Faso, qui appelait le peuple burkinabé, donc le voisin du Niger, à lui-même assumer son propre développement. Thomas Sankara. T'as vu son visage un peu partout dans les manifestations pro-putschistes au Mali, au Burkina Faso et aussi au Niger. Mais en fait, c'est qui Thomas Sankara ?
C'était un révolutionnaire. Courageux et héroïque. Un grand frère à suivre son chemin. Une icône. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un personnage qui inspire malgré les décennies qui nous séparent de sa mort. Les mauvais maris, les paresseux, les voleurs. Surnommé le Tchè africain, Thomas Sankara a 33 ans lorsqu'il devient le président du Burkina Faso le 4 août 1983, après un coup d'État. Féministe, écolo, marxiste, anti-impérialiste, il est alors le plus jeune chef d'État au monde. Nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Il luttait pour l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes au niveau de l'administration. Lorsqu'il est venu au pouvoir, son premier acte a été de créer des places de ministres pour des femmes et le ministère du budget a été accordé à une femme. Il s'est battu au niveau des droits sociaux des femmes. Il y a plusieurs choses qui ont été combattues. Il y a notamment l'excision, la polygamie. C'est l'homme d'État, à mon sens, qui s'est le plus illustré dans la protection des droits des femmes depuis que l'Afrique est entre guillemets indépendante. Contre la mainmise occidentale, Sankara appelle même les pays africains à ne plus payer leurs dettes et entretient des relations complexes et tendues avec l'ancienne puissance coloniale française. Mais qu'importe les conséquences, Sankara veut une Afrique libre, quitte à s'attirer des ennemis, trahi par les siens et les opposants qui subissent la répression et lui reprochent de trop bousculer l'ordre établi. Il sera assassiné en 1987, mais restera à jamais dans l'esprit collectif comme le père de la révolution burkinabé et comme un modèle pour les générations futures. Thomas Sankara est décédé il y a de cela presque 30 et quelques années. Mais il a laissé jusqu'à aujourd'hui d'autres petits Sankara qui sont en train de vouloir changer, de métamorphoser les choses. Une métamorphose qui demandera de grands défis à relever, à commencer par un changement drastique de l'éducation. L'enjeu, c'est vraiment de former les plus jeunes sur un nouveau modèle d'éducation qui soit décolonisé et qu'en même temps, on ait au niveau de l'ensemble de ces pays un tronc commun. C'est très important que ces jeunesses-là, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, mais aussi de Guinée, du Sénégal, du Bénin et d'autres pays, aient la même base de formation intellectuelle et cela, je pense, accélérera la dynamique. Une nouvelle éducation à repenser, mais pas que, car d'autres limites ont été évoquées, notamment la place de la femme dans cette nouvelle Afrique. Ce sont des révolutions qui sont très viriles, très masculines. Nous revendiquons notre place dans la révolution. Nous ne voulons pas simplement être des accompagnatrices des combattants. Des combattantes et des combattants d'une nouvelle génération africaine qui se tournent vers d'autres partenaires économiques et politiques. En 2019 et en juillet dernier, 2 sommets Russie-Afrique ont réuni respectivement 45 et 17 chefs d'État africains ainsi que les autorités russes. Malgré la disparition en août dernier du chef de la milice Wagner, le Kremlin semble bien signer son retour sur le sol africain et certains craignent déjà une nouvelle tutelle russe dans le Sahel. Moi, j'ai peur de la présence russe. Je ne peux pas manifester, demander le départ de la France de mon territoire et brandir un autre drapeau, un drapeau d'une autre puissance. Qu'est-ce qui peut nous dire aujourd'hui que depuis l'arrivée de la Russie, ils ont fait mieux que la France? Que ce soit la France ou la Russie, c'est des puissances qui voient d'abord leur intérêt que l'intérêt des peuples africains. Mais je suis pour que les Africains eux-mêmes prennent leurs responsabilités et partent se former et venir faire le combat sur notre territoire. Comme les soldats français, accusés par des villageois maliens d'avoir tué des dizaines de civils lors de frappes aériennes, les hommes de la milice Wagner sont eux aussi pointés du doigt. D'après Human Rights Watch, les mercenaires russes auraient exécuté plusieurs dizaines de civils maliens depuis décembre 2022 en combattant les islamistes dans le centre du pays. Moi, ce que je crois, c'est que les Occidentaux se tirent une balle dans les pieds avec beaucoup d'adresse, en prenant les Africains pour des grands enfants que n'importe quel premier venu va manipuler. Les gens sont éveillés maintenant. Il n'y a aucun intellectuel sérieux qui prendrait le risque d'être inféodé à une forme d'impérialisme russe, comme si les Africains n'avaient d'autre destin que dans la servitude. Il ne s'agit pas de changer de maître en Afrique. Et que la Russie délègue Wagner ou quoi que ce soit, c'est leur problème. Mais de là à dire que parce que c'est Wagner, que je ne connais pas, c'est mauvais, mais
les contingents des Nations Unies en RDC ont été accusés de viol, de torture, et ce sont des soldats des Nations Unies. Je veux dire que les aventures malheureuses, individuelles, que des gens font, ne suffisent pas à dépeindre toute une coopération. Face à cette force, cette jeunesse-là, je pense que ça va être un peu plus difficile d'aller en arrière, mais on sait très bien que le chemin ne va pas être facile, parce que y en a qui ne vont pas forcément lâcher la part du gâteau aussi facilement. Je pense que c'est juste une question de temps. Un avenir donc incertain pour le Sahel, mais une chose est sûre, une nouvelle page de l'histoire d'une partie de l'Afrique est en train de s'écrire. J'espère que la vidéo t'a un peu éclairé sur le sujet. N'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi à notre chaîne.